Et donc, Alf, est-ce que c'est des mauvais souvenirs? Moi, je trouve pas. Hein. Alf, alors je sais que la série, en vrai, je sais que l'émission, ça a été un calvaire pour les acteurs. C'est pour ça que les acteurs, tu les as vus sur cette série-là, et après ils ont disparu. Ça a été un enfer, ça a été un cauchemar, notamment à cause de l'acteur qui jouait dans la marionnette de Alf. Mais moi, Alf, c'est ma jeunesse et c'est que des bons souvenirs en fait. Hein. D'ailleurs, j'ai gardé ça très très longtemps, le fait qu'il boufferait bien un petit chat, lui. Et quand j'avais 19 ans, mon job dans la nautique, et que j'avais des collègues qui passaient à côté de moi et qui me disaient « Putain, j'ai la dalle ». Je fais « Ouais, je mangerais bien une petite chatte, moi ». Ah, ça choquait tout le monde. Pourquoi il y a Clébar qui aspirait à Cham? Mais c'est pas Cham. C'est pas Clébar, c'est un extraterrestre. Quand même, c'est Alf. Enfin, qui mange des chats, enfin, qui aime bien les chats. Ah, mais Cham, il est pas assez vieux. C'est pour ça. C'est pour ça, faut pas lui parler de... T'as même pas la ref. Oh putain, on va rattraper ça tout de suite. On va rattraper ça tout de suite et on va envoyer la vidéo. Ah non, 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 mais là, non, non, on peut pas le laisser sans la ref. Il y a des séries qui nous transportent de l'autre côté de la galaxie, et puis il y a celles qui s'installent pour de bon sur notre canapé. Alf, c'est typiquement ce genre de programme qu'on range dans la catégorie des souvenirs sans aspérité, des sitcoms familiales des années 80 qu'on associe directement à quelque chose de rassurant. En vrai, l'extraterrestre d'American Dad, c'est un peu tiré de Alf. Pas la forme, mais l'état d'esprit déjanté, machin, caché dans une maison qu'il faut pas que le gouvernement le retrouve, c'est un peu tiré de Alf. Hein. D'inoffensif, de légèrement absurde. Il faut dire que c'était une époque où on ne se demandait jamais comment une série était fabriquée, ce qui se passait derrière les rires enregistrés, ni ce que ça coûtait réellement, humainement et techniquement, de faire exister un personnage semaine après semaine, Ah bah surtout salut quand Revan. ce personnage n'existe pas. Oh, salut Raquel. Alors pendant longtemps, Alf a été résumé à ça, un alien poilu, des vannes, un canapé, un chat, une famille américaine trop calme pour être honnête, et surtout une nostalgie facile, un truc presque automatique qu'on déclenche dès qu'on entend sa voix ou qu'on revoit sa silhouette. En fait, c'est comme si tout ça appartenait à un passé trop simple, sans zone d'ombre, Et moi, rien que le générique, déjà, je suis replongé en enfance. Hein. Mais pour de vrai. Hein. Rien que le générique, tu sais, t'as la vibe du week-end et tout quand t'étais gamin. sans angle mort. Sauf que ce souvenir, il est trompeur. Parce que derrière cette série qu'on croyait tranquille se cache une réalité beaucoup plus instable, beaucoup plus tendue, faite de décisions prises dans l'urgence, d'illusions maintenues à bout de bras, de plateaux dangereux, de pression constante, et surtout d'un personnage devenu tellement populaire qu'il a fini par échapper à ceux qui l'avaient créé. Don't ever touch me. Sorry. What's the name of the show? Sorry, Alf. Et pour parler de l'une des marionnettes les plus célèbres des années 80, qui de mieux que mon camarade Mehdi? Hey, salut Romain! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, les habitués de la chaîne te connaissent déjà pour la vidéo sur Merci Gaston, ce Lost Media totalement introuvable qui se cachait en réalité. Oh punaise, j'ai oublié de vous dire, on est sur la chaîne Archeo Toys. Si jamais vous voulez aller voir son travail, et le petit pouce des familles. C'est une chaîne que je suis, c'est plutôt pas mal, ça retrace un peu l'univers du jouet, des anciennes séries, etc. Dans ton incroyable collection, ou encore celle sur ton atelier avec les fameuses marionnettes que tu conserves comme un gardien du temple. J'imagine que tu parles notamment de Coco, des minicums, ou des marionnettes des Guignols, ou du bébé de show que j'essaye de préserver, voilà, depuis quelques années maintenant. J'imagine que tu vas mettre les liens en description. Évidemment. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau de la culture pop des années 80, avec Alf, l'extraterrestre amateur de petits chats. Ah oui, parce que Alf n'est pas seulement une sitcom familiale des années 80, c'est un accident industriel qui a tenu debout par miracle. Un programme qui a reposé sur un équilibre fragile et dont le succès a entraîné une série de dérives que la télévision de l'époque n'était pas prête à gérer. Et si on en parle aujourd'hui, c'est pas juste pour vous dire que Alf était culte. Ça, vous le savez déjà. Dire salut. Non,
on va plutôt regarder sous ce souvenir confortable, sous le plancher, là où personne ne pouvait voir à l'époque. Et restez bien jusqu'au bout, parce que vous allez voir qu'il se cache une histoire bien plus chaotique, bien plus étrange et parfois bien plus sombre que ce que la nostalgie a bien voulu retenir. Alors, ça va le chat? Vous voyez, hein? Pas de problème. Je sens qu'il va détruire notre jeunesse. Je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment qu'il va détruire notre jeunesse. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour une vidéo riche en nostalgie. Quand Alf arrive sur la table des décideurs de NBC, il n'a absolument rien du projet rassurant que la chaîne recherche à ce moment-là, parce qu'on est au milieu. Putain, vous savez à quoi ça me fait penser ce qu'on vient de voir là? Je sais pas si vous vous rappelez de cette série, c'est passé très rapidement. Space 2063. Est-ce que vous vous rappelez de ce truc-là? C'était un espèce de truc de série de science-fiction que j'avais trouvé génial, que j'ai essayé de re-regarder dernièrement. C'était de la merde. Oh, mais c'était une merde en vrai. Heureusement que j'étais jeune. Milieu des années 80, dans une télévision américaine obsédée par les formats éprouvés, les sitcoms bien cadrés, les acteurs bien visibles et surtout les productions qu'on peut contrôler sans surprise, sans bricolage permanent et sans risque. Pourtant, au milieu de cette logique industrielle très propre sur elle-même, va débarquer une idée qui ressemble presque à une blague poussée trop loin. Un alien sarcastique, envahissant, techniquement invisible la moitié du temps, censé porter une série entière sur ses épaules, et ça sans jamais casser l'illusion qu'il est vivant, crédible et parfaitement intégré à une famille américaine moyenne. Cette idée, elle vient de Paul Fusco, un type qui ne sort pas du moule classique des showrunners hollywoodiens, mais du monde de la ventriloquie et du gag. Je suis désolé, hein, mais c'est exactement la même chose pour Roger, l'extraterrestre d'American Dad. Hein. C'est exactement la même chose. Un univers où l'absurde, la provocation et la manipulation font partie du jeu. Et il ne cherche pas à rassurer, mais à surprendre, parfois même à agacer. Avant Alf, Fusco s'était illustré dans les téléfilms de Noël à base de marionnettes relativement insipides. On était quand même très loin de chez Jim Henson. Mais lorsqu'il crée la marionnette velue qui va le rendre célèbre, ce n'était pas dans le but d'en faire une série télé. Il voulait simplement embêter ses voisins et ses amis. Alf est donc né d'une provocation, pas un concept de série. C'est une créature conçue pour interrompre les conversations, envahir l'espace, parler quand on lui a rien demandé. Alors, quand Fusco arrive chez NBC, il n'est pas là pour vendre un dossier bien ficelé, ni même une vision sur le long terme. Il arrive avec cette drôle de créature et surtout son énergie incontrôlable. Alors devant la direction des programmes, il la laisse faire ce qu'elle sait faire de mieux. Interrompre la réunion, casser le sérieux de l'ambiance et imposer sa présence sans demander aucune autorisation. Il ira jusqu'à mettre son doigt dans le nez d'un des directeurs. Alors, ses interlocuteurs sont tellement surpris qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de rire. Et à cet instant-là, NBC ne mesure pas encore les conséquences. Parce que sur le papier, le point de départ de Alf semble presque trop simple pour être dangereux. Un extraterrestre venu de la planète Melmac qui s'écrase sur Terre, détruit le garage de la famille Tanner et se retrouve contraint de vivre caché chez eux pour éviter l'armée, qui n'attend qu'une chose, mettre la main sur lui pour l'étudier, le disséquer et comprendre ce qu'il est. Notre extraterrestre... Voilà, Cham, on a déjà récupéré une bonne partie de ce que tu as raté quand t'étais jeune. S'appelle Gordon Shumway, mais très vite ce nom disparaît derrière un acronyme plutôt froid, ALF pour Alien Life Form, comme si la série rappelait dès le départ que son héros n'est pas censé être une personne, mais bien un corps étranger coincé dans un quotidien trop normal pour l'accueillir sans heurts. Salut, Moi, je Bakel. m'appelle Alf et je suis coincé sur la Terre. Je ne peux pas retourner sur l'endroit qui m'a... Mais non, Bakel, tu peux pas dire ça, c'était pas cringe. C'est cringe maintenant qu'on est adulte et qu'on sait ce qui s'est passé sur le plateau télé, et que ça a détruit les acteurs. Mais de nos yeux d'enfants, c'était chouette, Alf. C'était pas cringe. être. Je fais ce que je peux dans cette triste situation, des vacances me paraissant une bonne solution. Yeah! La famille Tanner devient alors le cœur de cette cohabitation forcée. C'est une famille typiquement américaine, sans aspérité apparente, qui accepte donc de cacher Alf, non pas par héroïsme,
mais bien par nécessité, parce que une fois le secret posé, il n'y a plus vraiment de retour possible. Donc, chaque visite, chaque sortie, chaque événement du quotidien va devenir une menace potentielle pour cet équilibre déjà fragile. Ce qui fait la singularité de cette série, ce n'est pas tant l'humour que la règle implicite sur laquelle tout repose. Alf ne doit jamais être vu comme une marionnette ou un accessoire, ni par les spectateurs, ni par les acteurs. Parce que Paul Fusco est persuadé qu'à partir du moment où l'illusion se fissure, tout va s'effondrer. Et il faut dire que Alf a tous les atouts d'une diva. Il parle trop, ment souvent, provoque sans cesse, mais il existe pleinement dans l'univers de la série. Bonjour. Avec ses peurs, ses traumatismes, son cynisme, et cette mélancolie sourde liée au fait qu'il est, en théorie, le dernier survivant d'une planète détruite. Un détail qui glisse parfois sous les rires, et qui donne à l'ensemble une tonalité beaucoup plus ambiguë qu'une simple comédie familiale. Je ne peux pas, je ne peux pas. Chaque épisode fonctionne alors comme une répétition de ce mensonge fondamental. Faire comme si cette situation était viable, comme si un alien pouvait vivre indéfiniment sous un même toit sans jamais être découvert, en feignant d'ignorer que cette cohabitation ne produirait pas de tensions insupportables, ni pour la famille, ni pour Alf lui-même, condamné à rester enfermé, caché et dépendant des autres. Mais si la police décide de faire quelque chose de monstrueux? Oui, et s'ils lui plantent des aiguilles dans le corps? Non, ils vont pas lui enfoncer des aiguilles. N'est-ce pas, Billy? Sylvie qui nous dit, t'imagines un Alf dans ton plumard? C'est ce que j'ai au réveil tous les matins. Eh ben, il pourrait. Je crois pas qu'il le ferait, mais il pourrait. Il pourrait. Mais plus la série avance, plus ce mensonge devient lourd à porter, parce qu'il ne concerne pas seulement les personnes. Bah quoi, Maggie? Un petit être poilu qui braille? À peine elle a les yeux ouverts, je suis désolé. Ça ressemble quand même. Personnages à l'écran. Non, c'est toute la fabrication de la série qui doit reposer sur cette même idée. Tant que personne ne regarde au mauvais endroit, tant que l'illusion arrive à tenir, tout semble fonctionner. Mais à la moindre fissure, le dispositif révèle sa fragilité et rappelle que cette sitcom apparemment inoffensive repose en réalité sur un équilibre totalement Salut, instable. Ce sens du détail, il va prendre des proportions totalement folles. À l'écran, le salon des tanneurs ressemble à un de ces décors de sitcom parfaitement interchangeables. Un espace rassurant, lumineux, presque banal, pensé pour que rien ne détourne l'attention des dialogues et des rires. Mais en réalité, ce décor, il est tout sauf ordinaire, parce qu'il a été conçu dès le départ pour dissimuler une contrainte technique massive. Chaque mouvement d'Alf, aussi anodin soit-il à l'écran, nécessite en réalité une préparation méticuleuse, une coordination parfaite entre plusieurs personnes cachées sous le décor, et un temps de mise en place disproportionné par rapport à ce que le spectateur perçoit. Au point qu'un simple aller-retour à travers le salon peut demander une heure entière de réglage. Très vite, ce dispositif transforme le plateau en un environnement dangereux, parce que ces tranchées sont partout, dissimulées sous des éléments de décor censés être fixes, et que la moindre inattention peut se solder par une chute brutale, un pied qui s'enfonce là où il ne devrait pas, un acteur ou un technicien qui disparaît soudainement sous le plancher, parfois avec blessure, parfois avec frayeur. Mais le danger physique n'est qu'une partie du problème, parce que ce décor impose aussi un rythme de tournage totalement haché, lent, frustrant. Chaque scène est morcelée, recalibrée, obligeant les acteurs à maintenir une énergie constante malgré l'attente, l'immobilisme, et aussi malgré le fait de devoir jouer face à quelqu'un qu'ils ne voient jamais entièrement. Paul Fusco, qui prête sa voix à Alf en VO, en plus d'être présent comme producteur sur le plateau, est totalement intraitable. Pour ne pas dire un poil dictatorial. Et ça va influer énormément sur les relations entre les acteurs. Max Wright, l'interprète de Willy, le père de la famille Tanner, vit très mal l'idée de partager la vedette avec ce morceau de fourrure qui le fait plus rire du tout. Il va tomber dans une addiction à l'alcool qui le suivra pendant de nombreuses années. Et c'est précisément dans ce décalage extrême entre ce que le spectateur voit et ce que l'équipe endure que Alf commence à révéler sa vraie nature. Celle d'une série construite sur un dispositif aussi ingénieux que dangereux, capable de produire une comédie familiale chaleureuse à l'écran, tout en imposant en coulisses l'un des environnements de tournage les plus contraignants et les plus éprouvants de la télévision américaine des années 80. Et à partir du moment où Alf s'impose comme un succès massif, la nature même de la série va changer aux yeux de la chaîne, parce qu'elle ne se contente plus de remplir une case horaire. Elle pénètre les foyers, elle s'adresse... Bah, c'est exactement ce qu'on disait, Shelby, c'est qu'il y a la nostalgie de quand on était gamin,
et tout ce qu'on a appris après sur la série qui fait que, tu vois, ça casse un peu le mythe, mais quand on était gosse, on était fan. Aux enfants, et elle s'imprime dans leur comportement. Alors très vite, NBC commence à comprendre qu'elle diffuse quelque chose qui lui échappe. Alf! Willy! Alf! Willy! Alf! Willy! Alf! Willy! Willy! Le problème, c'est pas l'audience, elle est excellente, ni même la popularité du personnage, elle est immense. Non, le problème, c'est que Alf n'est pas un héros exemplaire, ni même un modèle d'éducation. C'est une créature sarcastique, menteuse, parfois grossière, qui boit. Mais justement, c'est ça qui est bon. En vrai, c'est ça qui manque aujourd'hui. Tout est aseptisé, quoi. Il y a plus un gros... Moi, je vois, même pour mes vidéos, hein. Si j'ai le malheur de dire une grossièreté, il y en a forcément dans les commentaires qui me diront « Mais ton langage est vulgaire, nanani, nanana. » Mais bordel de merde de chiotacu, c'est comme ça que vous parlez tous les jours. Jouez pas les vierges effarouchées. C'est vraiment relou, hein. Cet appel à la morale, là. Mais vraiment. J'ai envie de dire un gros mot, là. Mais vous êtes des taf... Hein? Non, mais en vrai. Mais moi, ça me donne envie de tout brûler, quoi. Salut Marilyn qui arrive quand je dis des gros mots. Mais non, mais je sais pas pour vous, mais ça devient chiant, ça devient plat, ça devient morne. Qui transgresse, qui se moque de l'autorité, et qui fait rire précisément parce qu'il ne respecte aucune règle. Dans l'Amérique de Ronald Reagan, la peur du mimétisme et de ses conséquences financières est réelle. Alors NBC commence à craindre que ce qui fonctionne à l'écran ne déborde dans la vraie vie, que des enfants reproduisent des gestes, des attitudes. Tu as de plus en plus sommeil. 2 en l'espace de 2 jours, Cham. À peine sorti, démonétisé. L'autre, $, jaune, c'est-à-dire qu'elle me rapportera rien. Langage vulgaire, alors que maintenant sur YouTube, je fais hyper gaffe à tout ce que je dis, je censure et tout. Ils ont trouvé encore que j'avais un langage vulgaire, et au bout d'un moment, allez vous faire foutre. Oui, tu n'es plus un chat, mais une madeleine. Qu'est-ce que tu racontes? Oh bah, tu m'as fait peur. Tu devrais avoir une clochette. Et pour tenter de reprendre le contrôle, la chaîne multiplie les interventions, parfois très sérieuses, et parfois totalement absurdes, allant jusqu'à exiger l'ajout de messages du type « Ne faites pas ça chez vous », comme si quelques mots pouvaient neutraliser l'impact d'un personnage adoré. Les notes Alors, ça intervient aussi à une époque où il y a eu des enfants qui s'étaient ôté la vie en essayant d'imiter des personnages de télé-réalité. La télé-réalité n'existait pas encore. Des personnages de télé. Et là est venue justement l'aseptisation et les messages de prévention. Attention, ne réalisez pas ça chez vous. Ceci est une fiction. se succèdent, les services juridiques s'en mêlent, et chaque épisode est scruté avec une attention presque paranoïaque, au point que certaines inquiétudes frôlent le ridicule, preuve que la chaîne ne sait plus très bien si elle doit assumer pleinement ce qu'elle a créé, ou tenter de le contenir à tout prix, sans jamais vraiment y parvenir. Et puis, en parallèle, une autre machine va s'emballer, celle du merchandising, parce que Alf n'est plus seulement un personnage de télévision, il est devenu une image, une marque, un produit reconnu. En vrai, moi, c'est ça que je comprends pas, hein. Parce que là, ce qu'ils vous disent, c'est que Alf était trop grossier, trop machin, trop ceci, trop cela, pas assez plat en fait, pas assez lisse, pas assez passe-partout. Or, quand tu regardes bien, les personnages qui cartonnent le plus, et vous pouvez regarder, hein, c'est les personnages subversifs. À chaque fois, un personnage subversif, il cartonne. À chaque fois. Connaissable instantanément et déclinable à l'infini. Alors, les propositions commerciales affluent à une vitesse vertigineuse, parfois logiques, parfois totalement délirantes, mais toutes motivées par une seule certitude. Alf fait vendre. Et c'est là que l'attention va atteindre un nouveau niveau, parce que Paul Fusco a toujours pensé son personnage comme une illusion à protéger, et il se retrouve... Alors, ça, on pourrait en faire une émission entière là-dessus, Evan. Il nous dit, oui, c'est comme quand tu achètes un four et qu'il est écrit dessus que tu ne dois pas sécher ton animal domestique dedans.
à cause de déglingos qui l'ont fait, notamment un chat. Et du coup, son chat est mort dans le micro-ondes, elle a porté plainte contre la compagnie du micro-ondes, elle a eu des dommages et intérêts, parce que c'était pas spécifié qu'on pouvait pas sécher son animal dedans. Ah, il y a une notice où c'est marqué sur une tronçonneuse, donc si c'est marqué dessus, c'est qu'il y en a qui ont essayé. Ne pas arrêter la lame avec les parties génitales. Sur les paquets de cacahuètes d'une compagnie de vol américaine, c'est marqué « contient de la cacahuète ». C'est un paquet de cacahuètes. C'est marqué dessus, ça contient de la cacahuète quand même. Ah ouais, c'est fort, hein. Sur un sirop pour la toux, pour les gamins, c'est marqué pour les enfants. Ne pas conduire de machine-outil après en avoir pris. C'est sûr qu'on éviterait quelques accidents de travail si on n'envoyait pas les enfants sur les chantiers aussi. Face à une industrie qui est prête à l'exploiter sans limite. Alors contrairement à ce que beaucoup auraient fait à sa place, il va freiner et poser des lignes rouges, comme quand il refuse d'associer Alf à une marque de bière. Alors, cette opposition silencieuse, entre une chaîne inquiète mais dépendante de son succès, et un créateur qui voit son personnage lui échapper, ça résume parfaitement la situation. Alf est devenu trop populaire pour être arrêté, mais il est trop instable pour être totalement assumé, et trop rentable pour être vraiment protégé. À partir de là, la série ne repose plus seulement sur un mensonge technique ou sur un décor piégé. Non. Tout ça, c'est un équilibre économique et symbolique de plus en plus fragile. À ce moment-là, il n'existe plus de bouton pause pour revenir en arrière. Surtout que le phénomène est devenu international, quand Alf débarque en Allemagne. Parce que là-bas, il n'est plus seulement perçu comme un héros de sitcom américaine. C'est une figure pop à part entière, suffisamment identifiable et suffisamment aimée pour exister en dehors de la télévision, sans guillemets, sans distance ironique, presque comme une célébrité locale. Il devient une voix reconnue, incarnée, portée par un public teuton qui accepte pleinement l'idée qu'un alien poilu puisse entrer dans le paysage culturel allemand, au point de se lancer dans une carrière musicale tout à fait sérieuse, avec des singles diffusés à la radio et surtout classés dans les charts officiels. D'ailleurs, dans un single, il se présente même au poste de chancelier. Votez Alf. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que tout se fait au premier degré, sans clin d'œil appuyé, Non, dis-moi pas qu'il est en train de faire ce que je pense qu'il est en train de faire là. sans second niveau évident. Dorénavant, il existe pleinement en dehors de son cadre d'origine. Et cette appropriation va aller encore plus loin lorsque la franchise s'invite dans le monde très concret des parcs de loisirs à Movie Park Germany, où Alf se retrouve aux côtés des Gremlins. Cette trajectoire allemande agit comme un révélateur brutal, parce qu'elle montre jusqu'où le personnage devient un objet culturel autonome, capable de muter selon les territoires, de s'adapter à d'autres codes, et surtout d'échapper définitivement à ceux qui pensaient encore pouvoir le contenir. En France, Alf ne deviendra jamais un événement clairement identifié, ni un phénomène revendiqué, parce qu'il est arrivé sans fracas et s'installe dans les grilles, puis disparaît, jusqu'à se transformer en une simple présence familière, presque invisible, comme un programme qu'on a tous vu, sans jamais vraiment s'en souvenir précisément. Alors chez nous, Alf ne marque pas une date, il marque une sensation. Celle d'une série toujours là, coincée entre deux cases jeunesse, regardée parfois par hasard, souvent sans choix conscient, et c'est précisément cette trajectoire discrète qui le rend si profondément ancré dans la mémoire collective. Non pas comme un mythe spectaculaire, mais comme un genre de fantôme télévisuel qui revient dès qu'on rallume l'écran. Il faut dire que l'adaptation Comme un truc qui a cassé les codes à cette époque. Enfin, c'était pourtant pas un truc énorme, hein, c'est pas le truc qui faisait des dingueries, mais ça a cassé des codes déjà à l'époque. Et c'était pas monstrueux, hein. Et c'est pour ça, je pense, que ça nous a marqué. Mais moi, en vrai, moi, j'aime bien l'humour noir en même temps, mais c'est le genre de conneries qui me manque, hein. Y a rien, Aujourd'hui, pourquoi je regarde plus la télé? Y a rien, c'est plat, c'est nul, c'est de la merde. Les émissions télé, qu'est-ce que tu veux regarder? Les anges de la télé-réalité? Oh, super! Oh, mais le niveau zéro de l'humour, quoi, et de l'intelligence. profite de certains des plus grands comédiens de doublage de leur époque. Alf est incarné par le grand Roger Carrel, qui lui offre un ton plus débonnaire et plus cartoon que la version originale de Paul Fusco. Mais alors, je parle extraterrestre ou quoi? Joyeux anniversaire! Willy n'est pas en reste, avec Gérard Hernandez, alias le Grand Schtroumpf, et la star de la série Scène de ménage. Mais la folie extraterrestre ne s'arrête pas là. Dès 1987, Alf devient un héros de cartoon avec Alf The Animated Series, une préquelle située sur Melmac avant la destruction de sa planète, suivant en 88 par Alf Tales, une déclinaison encore plus étrange où le personnage
personnage rejoue des contes classiques, transformant notre alien en un acteur de fable, de parodie et de sketch loin du salon des tanneurs. Problème, à force de multiplier les formats, les tons, les univers, quelque chose va se diluer, parce que l'illusion initiale, celle d'un alien coincé dans un quotidien trop étroit pour lui, elle se perd dans cette abondance, et Alf commence à ressembler moins à un personnage singulier qu'à une silhouette déclinable à l'infini. C'est souvent à ce moment précis que les phénomènes télévisuels basculent, quand ils sont encore partout, mais déjà beaucoup moins indispensables. Quand Alf s'arrête, rien n'est vraiment prêt pour lui offrir un final correct. Et c'est sans doute ce qui rend sa conclusion aussi marquante. Le dernier épisode diffusé laisse alors le public face à une image totalement à contre-courant du ton habituel de la série. Alors, il me semble qu'ils ont rattrapé le coup, ils ont fait un film de 1h30 pour clôturer le bordel. Alf est capturé par l'armée, enfermé, neutralisé, réduit à ce qu'il a toujours craint de devenir, un objet d'étude, une anomalie à disséquer, et la sitcom familiale se referme brutalement sur un cliffhanger sec, sans résolution, sans apaisement, comme une porte claquée trop fort. Pour beaucoup de spectateurs, cette fin c'est un choc, parce qu'elle ne ressemble pas vraiment à une conclusion, mais plutôt à un abandon, laissant l'impression que le personnage a été puni pour avoir trop existé, trop envahi l'espace, trop échappé au contrôle de ceux qui l'avaient créé. En fait, c'est comme si la série reconnaissait elle-même qu'elle ne savait plus quoi faire de lui. Et pendant plusieurs années, cette image est restée figée, jusqu'en... C'est la pub, c'est la pub, c'est la pub! On vous attend. Fini la saison 2. Ah, Fallout. Putain, Fallout, j'ai pas vraiment accroché la série. En vrai. J'ai pas trouvé ça plus divertissant que ça. Sylvie, il nous manque donc Revan qu'on attend. Et Revan, on est reparti. Pas de pub Shelby, tu me dois 10 centimes. 1996, quand la télévision a tenté de réparer ce qui pouvait l'être avec le téléfilm Projet Alf, un presque long métrage pensé comme une réponse tardive à ce cliffhanger, une manière de donner enfin une sortie au personnage et lui rendre une forme de liberté. Mais cette réparation arrive trop tard pour effacer complètement l'amertume. Parce que le contexte a changé, le phénomène est passé. Et ce téléfilm agit davantage comme un pansement posé sur une cicatrice déjà ancienne, utile, nécessaire peut-être, mais incapable de recréer l'impact émotionnel. Et puis il était pas du tout dans la même vibe que l'émission télé. Qu'aurait eu une vraie fin pensée au moment où la série était encore vivante. Et c'est sans doute cette conclusion bancale qui résume le mieux toute l'histoire de Alf. Pouvez-vous identifier l'homme de la photo? Ah, Ringo, l'ex-batteur des Beatles, je peux vous poser une petite question? Un personnage adoré, poussé trop loin, stoppé net, puis récupéré après coup, laissant derrière lui un souvenir à la fois chaleureux et légèrement amer. Exactement à l'image de cette série qui n'a jamais vraiment su comment gérer son extraterrestre. En refermant l'histoire de Alf, on comprend que ce personnage n'est pas seulement un souvenir d'enfance un peu flou, c'est le produit chimiquement pur d'une époque où tout allait vite, trop vite, et où une idée pouvait devenir un phénomène mondial avant même que ses créateurs n'aient le temps de réfléchir à son destin. Alf, finalement, c'est l'exemple parfait de ces séries qu'on croyait simples parce qu'on les a découvertes enfant, mais qui, vues aujourd'hui, racontent autre chose. La pression des audiences, la peur du public, la logique industrielle, la surexploitation, et cette capacité très particulière de la télévision des années 80 à fabriquer des mythes. Attends, bouge pas. Tu peux nous la refaire celle-là? Mais qui, vu aujourd'hui, raconte autre chose. La pression des audiences, la peur du public, la logique industrielle. C'est YouTube. Ah, c'est YouTube, c'est clairement YouTube. La surexploitation et cette capacité très particulière de la télévision des années 80 à fabriquer des mythes, puis à les laisser s'éteindre brutalement, sans mode d'emploi. Ce qui reste, c'est pas seulement un alien poilu et des punchlines, mais une sensation durable, une présence qui continue de ressurgir dès qu'on rallume un écran ou qu'on voit un chat. Preuve que certaines séries s'impriment plus profondément que d'autres, même quand leur histoire est chaotique.
Un grand merci à toi Mehdi de m'avoir accompagné dans cette vidéo. C'est toujours un honneur de t'accueillir sur la chaîne. Eh bien, merci Romain de m'avoir invité à faire cette émission avec toi sur Alf, puisque Alf c'est une émission assez emblématique au niveau marionnette pour moi. C'est une de ces émissions qui m'a donné envie de devenir marionnettiste aussi avec les programmes de Jim Henson et tous ceux qu'on a vus lors de notre dernière vidéo. Donc je suis très content d'avoir participé et merci beaucoup. Et si cette plongée dans les coulisses de Alf vous a... Et ben, c'était Alf. Ça va, je pensais qu'il allait plus nous casser nos rêves d'enfants, mais ça va. Il reste factuel, il rentre pas trop dans l'art parce qu'il y a beaucoup plus à dire hein, sur celui qui tenait la marionnette. Il a vraiment pourri la vie des acteurs. Et je vous invite à vous renseigner là-dessus. Il les a vraiment déglingués. Il a déglingué leur carrière, il a déglingué leur morale, il a tout déglingué en fait.